Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un et j'ai été très occupé ces derniers mois et c'est pour ça que j'ai pas forcément relancé le podcast. Et vous avez été nombreux à me demander mais Florent, ils sont où tes podcasts? T'as disparu et tout. Donc ça y est, c'est la reprise. J'espère que la prochaine série de podcasts va vous plaire. Pour rappel, les nouveaux rentiers, l'objectif de ce podcast, c'est de vous initier au mindset d'un nouveau rentier, vous permettre de toucher à tous les leviers qui vont vous permettre d'être un nouveau rentier comme moi je le suis devenu en quittant mon boulot là, il y a 1 an et demi déjà. Et donc voilà, ça va être parti pour ces nouveaux podcasts. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler du pouvoir qu'on a en tant que particulier par rapport à la banque et comment tu es en fait probablement plus fort que ta banque. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de particuliers ne comprennent pas en fait. On a cette image finalement du banquier. Du banquier qui est censé être le patron en fait, mais en fait, est-ce que tu serais pas plus fort que ta banque? Donc c'est ce que je voulais souligner aujourd'hui et on y va, c'est parti. Euh, c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas forcément si longtemps, mais pour ça, en fait, pour te parler de tout ça, il faut vraiment que je te raconte une histoire, c'est l'histoire de la monnaie. Alors, reste bien, on va pas forcément entrer trop dans les détails, mais on va rendre ça un peu ludique et on n'est pas en cours d'histoire, j'aimais pas trop les cours d'histoire d'ailleurs, parce qu'il fallait apprendre des choses par cœur. J'ai toujours détesté apprendre des choses par cœur, mais bon, bref. Euh, En fait, ouais, ce que je me souviens pas aussi, c'est d'avoir appris ça en cours d'histoire, justement. Ça aurait pu être intéressant de comprendre en cours d'histoire comment a été créée la monnaie, etc. Ou alors je m'en souviens pas, ou je m'intéressais peut-être pas aux investissements à l'époque. Euh, mais il y a quand même quelque chose avec la monnaie, avec l'argent et avec l'État. En fait, j'ai l'impression que l'État ne parle pas forcément beaucoup d'argent, de gestion d'argent, et on n'apprend jamais à gérer notre argent à l'école. Et je pense qu'il y a une raison derrière. Je ne vais pas passer dans la théorie du complot, mais peut-être que ça arrange aussi les gouvernements en tant que particulier, on ne sache pas trop gérer notre argent, quoi. C'est comme ça que l'économie tourne pour la plupart des États. Donc, est-ce que tu connais l'histoire de la monnaie déjà? C'est une question que je voulais te poser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'échange de l'argent par exemple avec des billets de banque ou une carte bleue? Je trouve que c'est toujours intéressant de se plonger dans le passé pour comprendre un peu notre présent et peut-être aussi notre futur. Parce que l'histoire se répète, l'histoire c'est des cycles, tout est cycle, un peu comme la bourse, hein, la bourse qui a un cycle de 5 à 8 ans. Je pense que l'histoire aussi c'est des cycles. Comment est apparue la monnaie? En fait, il faut comprendre qu'au tout début, il n'y avait pas de billets, il n'y avait pas d'argent, les gens faisaient du troc. Un chameau contre 20 bananes, voilà, et l'autre disait non, pas 20 bananes, je t'en file 40 et c'est ok quoi. Ouais, je sais, je suis un très bon négociateur, je viens de vendre 2 fois plus de bananes. Euh, et puis ensuite, il y a le troc qui arrive contre des objets non périssables. Parce que là, tu vois, le chameau, il peut mourir de maladie ou autre. Les bananes, bah, vont pas durer très longtemps. Donc en fait, les humains se sont dit, ok, c'est cool, par contre, du coup, quelle est ma garantie derrière tout ça? Donc ils ont commencé à se faire du troc donc d'objets non périssables, comme des bouts de corde, des objets colorés, enfin tout ce qui n'est pas de la nourriture. Et quelques centaines d'années quand même après, on voit apparaître enfin les métaux précieux en fait, comme l'or. Euh, donc ça c'est en 600 avant Jésus-Christ. Donc tu vois, ça nous rajeunit pas, ça fait 2620 ans. Voilà, pourquoi pas. Et en fait l'or prend rapidement le dessus sur l'argent. Euh,
pardon, l'or prend le dessus avec l'argent dans les métaux précieux. Mais ça, c'est une question qui est intéressante déjà. Pourquoi l'or et l'argent font partie de ce monde en fait? Pourquoi c'est ces métaux précieux qui ont pris le dessus? Euh, les métaux précieux type or et argent, en fait, ils ont trois avantages. Déjà, ils durent dans le temps sans s'user. Le taux d'usure est très très faible, hein, c'est le taux d'oxydation, mais c'est quand même relativement faible. On peut le diviser. En fait, on peut fondre l'or, on peut fondre l'argent. Donc en fait, on peut faire soit des lingots, soit des plus petits lingots, soit des petites pièces. Et en fait, ils sont aussi suffisamment rares sur Terre parce que c'est voilà, les mines d'or, l'extraction de l'or, c'est pas évident. Donc ils sont suffisamment rares sur Terre pour garder leur valeur en fait et éviter aussi toute contrefaçon. On peut assez facilement vérifier la teneur en or d'un lingot par exemple. Euh, et ensuite, en fait, il se passe, on va dire, presque rien. C'est mon histoire, hein, je fais ce que je veux. En fait, il se passe presque rien. Il faudra attendre en fait les années 1800, donc quand même 2400 ans plus tard, pour voir apparaître l'or étalon. Et c'est là qu'on rentre dans le système qu'on connaît actuellement. Alors, le système a encore passé une étape, dont je vais parler aussi. Mais l'idée de l'or étalon, en fait, c'est que se balader en fait avec de l'or en permanence, c'est pas évident parce que tu peux te le faire voler, c'est lourd, etc. Donc, euh, donc l'idée en fait, c'est que on stocke notre or quelque part, donc à la banque en fait, les banques de l'époque, et qu'en échange en fait, on a un papier qui indique qu'on a tant d'or à la banque et donc on peut acheter tant de choses. Moi je me suis imaginé du coup le premier gars sur Terre qui sort de la banque et qui fait changer son bout de papier contre des biens, de la nourriture, etc. Imagine être ce premier gars, je comprends pas, enfin, ça devait pas être évident parce que personne n'imagine voulait de son bout de papier. Euh, donc les premiers échanges devaient être assez sympas à voir. Je pense que ça devait être compliqué, je pense, à l'époque, du coup, de faire ces échanges. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que c'est complètement normal pour nous. Je veux dire, on est né avec des pièces. Alors, on est né, pour certains, avec de l'ancien franc, du franc ou de l'euro. Et en fait, c'est tellement normal pour nous de s'échanger de la monnaie. Et par contre, c'est seulement quand même 200 ans plus tard. Donc en fait, ça fait que 200 ans que le système de la monnaie avec l'étalon or a été mis en place. C'est pas si vieux à l'échelle de l'humanité. Et c'est ensuite que ça part, à mon sens, en couille. Parce que en fait, ce qui se passe ensuite, c'est qu'il n'y a plus assez d'or dans les coffres des banques. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on abandonne petit à petit finalement cette contrepartie. Euh, Il y a, il y a un gap qui se fait en fait. La monnaie, elle est maintenant basée en fait sur la confiance envers ta banque et envers ton État. Et c'est là où je veux en venir en fait. C'est là le propos de ce podcast. C'est que pour moi, les billets de banque n'ont pas de. Enfin, pour moi, la réalité, c'est que les billets de banque n'ont pas de valeur en tant que telle, puisqu'en fait, il n'y a plus de contrepartie d'un métal précieux et rare. En fait, ce qui se passe actuellement dans ce monde, c'est que tu prêtes ton argent à la banque et en échange, elle te permet, entre guillemets, tu vois pas, mais je fais des guillemets, de la retirer quand tu en as besoin. Euh, la banque qui elle-même reprête ton argent à d'autres personnes ou sociétés grâce au système du crédit. Et quand tu réfléchis un petit instant et que tu prends du recul, tu comprends en fait que tout cet argent, c'est juste une accumulation de dettes. Parce que toi, tu déposes, ça reprête, il y a des effets de levier, etc. Et en fait, tout ce système tient seulement tant que chacun peut rembourser sa dette. Mais on va pas parler de dette, c'est une autre histoire. Euh, Ce que je veux vraiment te dire aujourd'hui, c'est que tu es en position de force avec ta banque. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as choisi telle ou telle banque pour lui prêter ton argent. C'est toi le client de la banque. C'est toi qui lui prêtes ton argent, qui est le fruit de ton travail.
Et moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est ne te rabaisse jamais face à une banque ou un banquier. Et si tu n'aimes pas ton banquier ou ta banque, eh ben, rien ne t'empêche d'aller voir quelqu'un d'autre. Euh, et à mon sens, en fait, les banques ne devraient pas se faire de l'argent sur notre dos, alors que c'est nous qui nous leur prêtons de l'argent et qui travaillons et qui créons de la valeur, en fait. Elle, en fait, le principe d'une banque, c'est qu'elle fait que stocker notre argent virtuel sans en plus contrepartie. À l'époque, il y avait des contreparties, il y avait de l'or derrière et tout. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune contrepartie. Si demain tout le monde va retirer son argent à la banque, il y a beaucoup de gens qui disent que ça serait une catastrophe parce qu'il y a probablement pas autant d'argent dans les coffres que ce qu'il y a sur nos comptes en banque. À l'échelle globale, j'entends. Et je trouve que c'est d'autant plus important de bien choisir ta banque si tu veux faire des crédits pour, par exemple, un investissement locatif pour l'immobilier. Moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est de préférer plutôt une banque locale, à taille humaine, où tu peux dire bonjour au chef d'agence et que c'est pas quelqu'un qui est dans les stratosphères et qui va même pas t'adresser la parole. Pour savoir ça, c'est très simple, tu demandes à ton banquier jusqu'à combien il peut te prêter sans demander au siège régional. Si ton banquier, ton interlocuteur a de quoi te prêter 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros, et ben voilà, ça vaut le coup d'aller plus loin avec lui. S'il te dit que pour la moindre demande, il doit demander à son patron ou à son siège, tu oublies parce qu'en fait, les intermédiaires feront que, en fait, il va très mal défendre le bouche à oreille, enfin pas le bouche à oreille, mais le transmission d'informations va pas bien se faire, et en fait, tu n'auras aucune chance de défendre toi-même ton projet. Donc je pense que c'est dans ces banques que tu auras la meilleure réactivité et le plus de chances d'avoir un crédit pour investir. Euh, je vais te donner un exemple très personnel. En fait, pendant la crise du coronavirus, en fait, j'ai décalé des remboursements de capital à cause de cette crise. En fait, les locataires, j'ai du Airbnb, j'ai des... À l'époque, c'était la fin d'année scolaire. Et en fait, j'avais aussi j'ai arrivé, des étudiants. Et du coup, en fait, j'ai eu pas mal de départs, hein, c'est normal. Et en fait, j'ai fait donc des demandes de report de remboursement de capital. Je remboursais que les intérêts pendant un certain temps. Et en fait, il y a une banque qui a accepté et décalé tout ça en quelques semaines. Euh, Ça a été effectif vraiment en 2 3 semaines. Et d'autres banques où je n'ai même pas encore eu. Alors, à l'époque, j'avais pas encore eu de réponse, mais en fait, ça a pris plusieurs mois. Parce que ça passe par le siège et ça a été effectif, en fait, au lieu d'être avril pour les banques régionales les plus actives, ça a été effectif en juin et en plus avec des frais. Donc je vais pas faire de pub, mais privilégie tout ce qui commence par un C et je laisse ce cours à ton imagination. Donc voilà, si on doit retenir quelque chose, j'espère que cette histoire t'a plu déjà, que ce nouveau podcast t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi une petite note sur Apple Podcast. Parle du podcast des nouveaux rentiers parce que c'est reparti, donc parle-en autour de toi. Et si je peux en déduire vraiment une seule chose, un conseil, c'est vérifie que tu es bien dans la banque qui correspond à tes objectifs et ta vision du monde. C'est-à-dire que je sais pas si t'es jeune, t'es plutôt crypto-monnaie, nouvelles technologies et tout, va pas aller à la Société Générale. Tu vas, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ouvre un compte sur une banque en ligne, chez N26, chez Revolut, enfin voilà, vis avec ton temps. Par contre, de toute façon, tu auras quand même, si tu veux faire de l'investissement immobilier, faut pas se leurrer, les banques en ligne, les néobanques, c'est très bien, mais c'est pas celles qui vont te prêter de l'argent pour faire de l'investissement locatif. Donc si tu as quand même pour projet de faire de l'investissement locatif un jour, privilégie plutôt les banques dont je t'ai parlé. Ils commencent par un C. Voilà, écoute, je te souhaite une belle journée, j'espère que ce podcast t'a plu et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast et n'oublie pas, donc si tu veux rejoindre le club des nouveaux rentiers, donc tu as le lien qui est dans la description du podcast et tu cliques sur ce lien, tu vas rejoindre le club des nouveaux rentiers et beaucoup de contenu va être délivré dans les prochaines semaines. Donc profites-en, inscris-toi et moi je te dis à bientôt et ciao 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 ciao.